Si vous deviez définir la parasitologie en une phrase, qu'est-ce que ça serait? Ah, c'est pas facile comme question. La parasitologie, c'est l'étude des petites bêtes qui peuvent être vraiment embêtantes. Si vous aviez un parasite préféré, Ah, les filaires, je travaille dessus en plus. et du coup pourquoi lui? Enfin du coup pourquoi? Mis à part le fait que c'est parce que sur eux que vous travaillez. Parce que c'est particulièrement élégant pour un ver. C'est très fin, ça a des mouvements comme des petits serpents, et c'est des organismes qui sont hyper intéressants en termes d'adaptation à leur hôte. Est-ce que vous travaillez toujours avec du coup des espèces animales? Et ou est-ce que des fois il y a aussi des parasites animaux humains ou ce genre de choses? Alors, je suis pas sûre d'avoir compris la question, mais on travaille sur des parasites qui sont ou chez l'homme ou chez l'animal. On ne travaille pas sur les parasites de végétaux. Donc on est toujours sur de l'organisme parasite de vertébrés en fait. On n'est même pas sur des invertébrés. On travaille sur des parasites de vertébrés. Et si par exemple on imagine qu'il y avait une espèce à éliminer, ce serait laquelle dans une démarche One Health? Mais si on avait vraiment une qui pouvait disparaître et que ça impacte. Dans une démarche, alors ça dépend parce que hors des mâches One Health, celle qui est quand même la plus problématique en parasitologie actuellement, c'est quand même et toujours le paludisme. Donc s'il y en a bien une à éliminer, c'est celle-là. Après, en termes de One Health, elle est intéressante parce que Plasmodium est très connu chez l'homme et pour tous les problèmes qu'il implique et toute la pathologie qu'il implique. Mais il ne faut pas oublier que Plasmodium est très présent, en particulier chez les oiseaux. Alors, ce sont d'autres espèces. Et c'est assez intéressant parce qu'ils peuvent être plus ou moins pathogènes, parfois asymptomatiques, parfois symptomatiques. Donc, en fait, on peut couvrir différents spectres d'hôtes et différentes pathologies, physiopathologies en regardant ce parasite. Donc, on peut être malgré tout dans une thématique One Health, d'autant plus qu'il est vectorisé par des moustiques et qu'eux sont complètement intégrés à la problématique One Health du fait de la répartition de ces vecteurs, de ces moustiques sur la planète, qui change avec les modifications climatiques. Et en tant que parasitologue et donc qui plus est impliqué dans One Health, que pensez-vous des maladies émergentes? Enfin, vous avez dit réémergentes. Alors, je pense que le principal problème à l'heure actuelle, c'est plutôt les maladies réémergentes. Les maladies émergentes, il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est plutôt souvent des problèmes de réémergence qui nous sautent un peu à la vue, soit parce qu'elles ont changé de zone géographique, soit parce qu'elles se sont amplifiées d'un seul coup, soit parce qu'il y a eu des changements d'hôtes, voilà, plein de raisons qui font que ça réémerge. Émergent, c'est quand c'est vraiment tout neuf, comme il y a eu par exemple au moment du VIH, voilà, c'était une pathologie nouvelle qui arrivait. Coronavirus, par exemple, à l'heure actuelle, c'est pas neuf. Ne serait-ce que par par le précédent SARS, on avait déjà connaissance du coronavirus. Donc après, il faut voir si on met ça par famille et qu'à ce moment-là, on est sur vraiment de la réémergence ou est-ce qu'on est sur celui-là en particulier. Voilà. Tout dépend où on met les bornes. Et du coup, est-ce que pour un parasite, c'est les mêmes mécanismes de réémergence et de... Comment dire, d'invasion, on va dire, dans un terme qui n'est pas très correct, que du coup pour un virus où c'est mutation, besoin d'une cellulose pour proliférer, etc. C'est un peu différent parce que déjà, alors, qu'est-ce qu'un parasite au sens de notre laboratoire de parasitologie? C'est-à-dire, un virus peut être considéré comme un parasite parce qu'il est dans une interaction, en fait, il parasite un autre. C'est la relation parasite. Là où on parle, nous, d'organismes parasites, on est plutôt sur une démarche de définition un peu médicale, à savoir qu'on est sur des organismes eucaryotes, monocellulaires ou pluricellulaires. Donc c'est un peu différent. En particulier quand on est sur du pluricellulaire, type grosse bête ver, l'invasion cellulaire va être différente. Par contre, il va y avoir une grosse interface avec l'hôte et sa réaction cellulaire et immunitaire. Donc il y a aussi des problématiques d'adaptation, d'évasion immunitaire. Voilà, on peut retrouver des choses dans ces points communs en fait. Et est-ce que vous avez l'impression que du coup ces réémergences aient un lien avec une forme de pression anthropique? Et si oui, pourquoi? Ou même sinon, pourquoi? Alors, c'est souvent le cas. C'est souvent lié aux activités humaines, hein, les problématiques. En fait, tout ce qui va être même changement climatique
changement global, globalement, est connecté aux activités humaines. Donc en gros, quoi qu'on prenne, on va retrouver l'homme à la base du problème, que ce soit par l'agriculture, la déforestation qui peut aller avec, par l'expansion des zones urbaines, par la démographie qui fait l'expansion des zones urbaines, voilà, par plein d'activités qui vont contribuer soit à du réchauffement, soit à d'autres augmentations de zones de contact avec des parasites. Donc voilà, tout ça peut être connecté. Et du coup, est-ce qu'une parasitologue peut avoir un rôle dans le fait de lutter contre ces problèmes ? Alors, on peut au moins déjà signaler qu'il y a un problème. On peut aussi documenter justement d'un point de vue éco-épidémiologique ce qui se passe en termes de répartition des prévalences parasitaires pour telle ou telle espèce, de documenter la présence ou l'introduction de nouveaux vecteurs. Donc on peut aussi emmener ce genre d'informations. On peut travailler aussi sur des problématiques de changement de spectre d'hôte, comme je vous disais pour Plasmodium. On peut travailler aussi sur des problématiques de zoonose avec les parasites. Typiquement, nous en filariose, on sait que la filariose du chien, elle peut passer chez l'homme. Il y a beaucoup de cas de zoonose qui sont dus au dirofilariose du chien, partout dans le monde d'ailleurs. Donc ça peut être dû soit parce que là aussi l'augmentation de la zone de présence du vecteur a changé, soit parce que on a un contact avec le chien qui fait qu'on est plus souvent à proximité d'un hôte et donc d'un vecteur qui vont être potentiellement capables de transmettre. Voilà, donc bien sûr qu'on peut avoir en parasito des connexions avec ces problématiques. Du coup, vous avez mentionné le fait que justement on avait des émergences mondiales. Vous nous avez dit dans votre premier mail que vous étiez au Japon. Est-ce que c'est dans le cadre de votre travail? Et si oui, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions par rapport à ça? Alors oui, c'était dans le cadre de mon travail. C'était pas juste pour manger des sushis. Et, et oui, c'était en partie pour des problématiques de description d'espèces zoonotiques, de redescription d'espèces zoonotiques. Et donc du coup, est-ce que les espèces parasites du Japon sont différentes de celles qu'on peut trouver en France ou en Europe? Ça peut, il peut y avoir, alors il peut aussi bien y avoir des parasites cosmopolites qu'on va retrouver partout sur la planète et certains qui sont vraiment inféodés à des régions géographiques. Au Japon, on travaille beaucoup sur la faune locale, avec mon collègue, et donc on est amené à découvrir et décrire de nouvelles espèces qui sont très inféodées au Japon. Après, c'est quand on commence à regarder autour du Japon, sur des zones telles que la Malaisie, la Thaïlande, peut-être toute l'Asie du Sud-Est, des fois on peut retrouver ces espèces-là. On trouve que ce qu'on cherche aussi. Donc des fois, à un moment donné, on découvre quelque chose et puis il faut étendre la zone autour pour voir jusqu'où ça va. Il y a la problématique de l'hôte aussi, c'est-à-dire qu'il y a des hôtes vertébrés qui n'existent que sur l'Asie et donc a priori ils ne sont pas ailleurs. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir des exemples de ces hôtes? Là on était sur des filaires qui sont présentes chez l'ours noir, qui est présent au Japon, mais qu'en fait il est aussi présent, en fait il y a un petit cousin qui est présent en Amérique du Nord, donc on a comme ça une espèce qui est à la fois décrite au Japon et en Amérique du Nord, donc on est sur deux zones quand même très différentes, et avec un cas de zoonose qui a été décrit d'ailleurs chez l'homme au Japon, donc c'est assez marrant d'ailleurs. On va passer aux questions sur le One Health, qui sont du coup plus axées One Health. Si vous deviez définir le One Health en seulement 3 mots, lesquels vous utiliseriez? Pluridisciplinarité, discussion et j'allais dire concept flou ou politesse. En fait, ça permet quand même de faire travailler des gens ensemble, donc l'idée c'est de mettre du lien. Et selon vous, quelle importance a pris ce concept de nos jours et quels en sont les enjeux principaux? Alors c'est un concept qui n'est pas récent, qui a émergé il y a quand même pas mal d'années, mais qui a pris de l'ampleur avec la crise du Covid, très clairement. Quand on a commencé à en parler il y a quelques années, on voyait que ça paraissait comme une nouveauté, mais étonnamment, les scientifiques ont été un petit peu blasés, je dirais, du concept assez rapidement, mais avec la Covid, il y a eu un regain d'intérêt à la fois par
par les décisionnaires, les politiques, les journalistes. En fait, on s'est rendu compte que c'était un concept qui justement permettait d'appréhender une interface entre santé humaine, santé animale et santé de l'environnement. En fait, c'est un concept un peu fourre-tout, mais qui est très pratique pour discuter de problématiques globales. Et du coup, selon vous, quel est son avenir dans la recherche? Ah bah son avenir, il est tout tracé, je dirais, mais parce que justement, on va essayer d'emmener de plus en plus de compétences différentes autour d'une table pour comprendre, voire prédire l'apparition d'une nouvelle maladie infectieuse. Alors là, dans le cadre de l'infectieux, originellement, le concept One Health, il a été utilisé pour des problématiques de maladies infectieuses et aussi pour des problématiques d'antibiorésistance. À l'heure actuelle, selon l'institut avec lequel on travaille ou qui propose des concepts One Health, ça peut être beaucoup plus étendu à des problématiques, par exemple, d'alimentation, de santé de l'alimentation. C'est-à-dire d'enlever l'infectieux sensu stricto et de rester sur une interface santé humaine, santé animale, santé de l'environnement. Et ça marche très bien pour des problématiques d'alimentation aussi. Donc là, ça dépend un peu de qui mène la danse, je dirais un peu. Et comment vous, du coup, dans votre métier de parasitologue, vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce concept? Alors nous, ici au muséum, en fait, on ne fait pas de différence, je dirais, entre hôte humain et hôte animal. En fait, on n'est pas sur un environnement hospitalier ou vétérinaire, on est plutôt à regarder tout. Donc nous, on est plutôt sur un continuum d'études chez tous les vertébrés, incluant l'humain. Donc depuis très longtemps, nous, on s'intéresse quand même à la diversité des parasites, et ça permet justement de regarder aussi bien en santé animale qu'en santé humaine, et d'essayer de comprendre d'ailleurs comment ça peut passer, comment les espèces évoluent, comment elles s'adaptent, comment elles peuvent changer d'hôte. Voilà, documenter d'ailleurs tous ces hôtes que peuvent avoir un parasite. Et quel impact a eu l'incorporation du One Health à vos recherches? Est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont vous travaillez ou sur ce genre de choses? Alors, pas tant que ça, parce que, en fait, nous, on en met une petite pierre dans le mur, donc ça ne change pas trop la façon dont on fait la pierre. Par contre, on s'interroge plus, c'est vrai, sur l'interconnexion avec d'autres problématiques, sur les vecteurs, sur les modifications de vecteurs. Et puis, peut-être aussi de réfléchir un petit peu plus à certaines espèces. Je sais que nous, en filariose, on a pris un volant un peu plus sur la dirophilariose parce qu'elle concerne le chien, mais elle concerne aussi l'homme. Et qu'elle n'est pas, pas en diminution. Peut-être que vous avez une anecdote à nous partager par rapport du coup au fait qu'il y ait plus d'interdisciplinarité et de comment ça se passe de devoir travailler avec des personnes qui sont peut-être de disciplines totalement différentes. C'est pas toujours évident, mais même déjà en sciences classiques, de faire travailler des domaines différents. Ça oblige à avoir plus d'écoute en fait aussi. Typiquement dans le One Health, on peut être emmené à interagir avec des personnes qui sont plus qu'on appelle SHS, sciences humaines et sociales. Donc on peut avoir des interfaces avec des géographes, avec des historiens. C'est intéressant, ça permet aussi d'ouvrir ses propres problématiques à des dimensions différentes. Donc après, de là à trouver des projets de recherche communs, c'est plus difficile, c'est pas forcément facile, mais ça crée quand même une émulsion autour de l'interdisciplinarité et de réfléchir peut-être différemment. C'est toujours intéressant aussi de voir le côté médical pur, qu'il soit vétérinaire ou humain, de le ramener dans l'échiquier. Et puis bien sûr de discuter aussi avec des gens qui peuvent faire de la modélisation, voire même de l'intelligence artificielle. Ça peut être très utile pour proposer des programmes de recherche. C'est pas évident, c'est pas forcément évident. Non, c'est sûr. Nous avons appris que vous faisiez partie du DIM One Health. Et du coup, quand et comment avez-vous entendu parler du DIM One Health la première fois et comment est-ce que vous les avez rejoints? Alors, le DIM, c'est ce qu'on appelle le domaine d'intérêt majeur, c'est financé par l'Île-de-France. C'est un vieil outil, en fait, qui date d'il y a, je dirais, une quinzaine d'années. Au tout début, il s'appelait le DIM Malinf, maladie infectieuse. Il a existé 4 ans, il a été renouvelé, donc 8 ans en tout. Et à la fin de ces 8 ans, l'idée était de qu'est-ce qu'on fait derrière.
Donc là est intervenu le professeur Pascal Boireau, qui est vétérinaire et qui travaille aussi à l'ANSES, et qui a eu cette idée de dire, qui était un peu avant-gardiste, hein, puisque c'était il y a 6 ans, de dire, bon allons-y, proposons quelque chose d'interface, donc de One Health, entre l'humain, l'animal et l'environnement. Et déjà, c'est francilien, donc c'est l'Île-de-France, et pour déjà répondre à cette interdisciplinarité, eh ben, il a fallu aussi travailler en termes de différents instituts. Donc on s'est contacté, je ne me rappelle plus comment honnêtement, mais on se connaît avec Pascal de toute façon par d'autres aspects, et donc je me rappelle lui avoir dit mais ça serait bien que le muséum soit dedans. Et il m'a dit c'est une très bonne idée, donc voilà, c'est comme ça qu'on a démarré. Parce qu'à la base, le cœur de construction, c'était l'école vétérinaire, c'était Pasteur, c'était les hôpitaux. Voilà. À l'arrivée, c'est vrai qu'il y a tout l'environnement infectieux de la région parisienne est représenté dans le DIM. On a discuté hier avec Frédéric Keck, je sais Ah pas si oui. vous connaissez. Donc on a discuté Oui, avec lui hier. Et donc il nous a dit que pour lui, le futur de la détection des maladies réémergentes était dans les fermes et autres lieux de contact très proches entre humains et animaux, donc marchés, etc. Et plus dans les labos ou dans les aéroports. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une bonne idée, une très bonne idée, parce que c'est vrai que on est sur des zones de contact. Donc après, ça dépend, j'aurais tendance à dire... je pense que lui, il a une vision très hors France. Chez nous, il ne faut pas oublier qu'on a... après, il faut intégrer dedans les problématiques de traitement, justement, sur les histoires d'élevage de ferme, donc voir aussi comment ça impacte sur la sélection de certains agents infectieux ou pas. Et puis les marchés, c'est autre chose, parce qu'il peut y avoir une zone de contact avec encore de la faune sauvage qui revient sur les marchés, et pas forcément sur de l'élevage à but alimentaire. Donc il faut intégrer tout ça et puis voir ce que ça peut donner. Mais oui, bien sûr, on n'aura pas la possibilité de couvrir une surveillance sur toute la faune sauvage dans toutes les régions du monde. C'est pas possible, donc il va falloir aussi prioriser les zones à surveiller. Donc on a fini avec les questions sur votre domaine et le DIM One Health, mais du coup on a des questions sur vos autres activités. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours universitaire et post-universitaire? Ok. Donc, j'ai l'équivalent d'un master en parasitologie. Après, j'ai fait une thèse en parasitologie. Je suis partie quelques années à Londres, travailler là sur plutôt de l'immunologie pure, de la biologie cellulaire. Je suis revenue en France, là je suis partie travailler en angiogénèse tumorale. Et j'ai eu le concours de l'INSERM en 2005, ça remonte un peu. Et donc je suis devenue chargée de recherche dans la section infectieuse en fait à l'époque, pour travailler sur un projet que j'avais proposé sur les filarioses justement. Et depuis, je suis devenue professeure du muséum. Et quand vous est venue l'idée de faire de la parasitologie? Il y a très longtemps en fait. C'est au tout début de mon parcours universitaire, alors vraiment au tout début, ma première année d'étudiante, on avait un module de parasito. Et j'ai trouvé ça super. En fait, c'était vraiment hyper intéressant, hyper complexe, c'était blindé de cycles, assez imbuvable à avaler, mais une fois qu'on dépassait la problématique des cycles, je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis, normalement, la parasito, c'est souvent tropical. C'est plus trop, enfin, maintenant que je suis plus fréquemment dedans, je trouve que c'est moins le cas, mais ça reste quand même une thématique associée à des environnements tropicaux. Et moi, j'aimais bien l'idée d'aller travailler dans un endroit où il fait un peu chaud. On a vu aussi lors de nos recherches que vous étiez chargé d'énormément d'activités, de la vulgarisation scientifique, vos recherches, des podcasts aussi. Et on se demandait comment vous arrivez à gérer tout ça au quotidien en plus de vos recherches, etc. Comme tous les chercheurs, je pense, on dépasse un peu au niveau du volume horaire par jour. Donc voilà, on se débrouille. On se débrouille. Il y a beaucoup d'activités parallèles quand on fait de la recherche en fait. Et pour revenir sur votre podcast vulgarisation scientifique à destination des enfants, on a quelques questions. Quelle tranche d'âge d'enfants
à quelle tranche d'âge d'enfants vous préférez vous adresser? Alors, le podcast, si c'est celui auquel je pense, il n'était pas pour les enfants. Le podcast d'il y a 2 ans. Je sais pas. C'était à propos de la planète. Alors le muséum, en fait, a pas mal d'activités de vulgarisation scientifique ou d'interface avec le grand public. Donc il y a eu une série qui s'appelait Pour que nature vive, qui était une série de podcasts. Et je ne sais plus comment j'ai été invitée à participer à ça, mais ce dont je me rappelle, c'est qu'on l'a enregistré 15 jours avant d'être confiné. Et donc en plus, comme c'était sur une thématique de maladies infectieuses, c'était un petit peu prémonitoire. Donc voilà, mais c'était à destination du grand public, mais pas spécialisé enfants. Et la tribune, alors le muséum est aussi maître d'œuvre sur des tribunes à destination du grand public, où il peut y avoir des enfants. Donc on a organisé cette tribune pour faire le continuum du podcast, donc sur la thématique Une planète, une santé. Donc on ne l'a pas spécialement organisé pour des enfants, mais plutôt pour du grand public. C'est vrai que ça oblige à avoir un discours plus simple et plus accessible quand on s'adresse au grand public, mais c'est assez marrant à faire parce que les questions des fois peuvent être assez... ça peut faire un peu ping-pong, donc c'est marrant. Et en quoi c'est, du coup, parce que vous faites quand même énormément de vulgarisation, en quoi c'est important pour vous de vulgariser la science pour que justement le grand public... C'est pas mal de sensibiliser aux problématiques, j'allais dire de société, mais là, typiquement sur de l'infectieux, et le Covid a bien aidé là, sur ce coup-là. Donc de sensibiliser, d'expliquer... L'idée, c'est pas de faire de la recherche et d'expliquer sa recherche, c'est vraiment de contextualiser et d'essayer d'aller vers des choses qui sont accessibles à tout le monde, en fait. Et surtout de répondre aux questions. C'est qu'en fait, les gens sont très curieux de nos activités, donc il faut laisser venir les questions et puis essayer d'expliquer le plus simplement possible, mais le plus complet possible, nos activités. Mais du coup, vous en parliez, depuis le Covid, vous avez l'impression que les gens sont plus intéressés par la parasitologie et les maladies infectieuses? Je pense qu'ils sont un peu saturés, moi, mais... Non, oui, il y a eu une très forte demande, parce que les gens... Bon, il y a eu une phase d'inquiétude, il y a eu une phase de doute, voilà, donc automatiquement, quand la recherche, par principe, on cherche quelque chose, donc on ne sait pas trop sur quoi on est. Là, je pense que tout le monde a perçu que c'était ça, là. C'est-à-dire qu'on est en fait sur des sujets qui bougent, pour lesquels on a des réponses qui peuvent changer. Voilà, c'est-à-dire que la recherche est toujours amenée à évoluer en termes de résultats parce qu'elle est confrontée à d'autres résultats. Et je pense que c'était peut-être ça le message le plus difficile à faire passer, de faire comprendre que c'est un domaine très mouvant. Donc, alors que les gens attendaient des faits carrés, je pense. Voilà, donc le plus dur, c'est d'arriver à avoir ce discours, de dire si, on est dessus, voilà, ça peut faire ça, mais c'est jamais, c'est toujours sous le couvert de l'hypothèse, tant que c'est pas gravé dans le marbre, en fait.